Black love is strong. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Parce que les femmes et les hommes africains sont interdépendants et que nous avons besoin les uns des autres pour avancer, l'Afropolitaine vous propose une mini-série de podcasts où la parole est donnée aux hommes africains. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir ces parcours tout aussi inspirants et captivants les uns que les autres. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Martial. Hello. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super bien. Ah bah c'est top. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors moi, c'est Martial Liboutet. J'ai 31 ans, bientôt 32 ans, ça pique. Voilà, globalement, pour parler un petit peu de mon parcours, moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai évolué plutôt dans l'industrie et après j'ai basculé sur des métiers à forte dominante commerciale. Donc je travaillais comme technico-commercial pour le groupe Klöckner Metal Industrie. Ensuite j'ai été débauché par Infopro Digital, structure pour laquelle je travaille en tant que business développeur. Donc je gérais plusieurs départements, Midi-Pyrénées, l'Est de la France et la Corse. Et récemment, j'ai travaillé pour LCL en tant que conseiller client particulier. D'accord, voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton enfance? Quel genre de petit garçon tu étais avant de devenir... Alors, moi, j'étais un petit garçon très turbulent quand même. J'ai souvent été très taloché par certaines maisons, d'ailleurs, et je ne l'oublie pas. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué, parce qu'il est devenu super gentil quand il a eu des enfants, mais moi, je sais que j'étais traumatisé par les taloches. Donc ça, quand même, bon, bref. Après, ça m'a servi, ça m'a permis de pouvoir me recentrer un petit peu. J'ai eu une très, très belle enfance. Moi, je suis né au Gabon, à Libreville. Donc j'y suis resté jusqu'à mes 12 ans et à l'aube de mes 12 ans, on va dire, j'ai déménagé pour arriver en France pour vivre dans le 87 avec ma mère, avec mon nouveau papa. Donc du coup, j'ai vraiment moi les deux éducations, c'est-à-dire que autant des valeurs africaines, l'éducation africaine, que l'éducation française avec pas mal d'éléments qui font que voilà, j'arrive à peut-être un peu mieux m'adapter dans mon environnement français, entre guillemets, on va dire. D'accord. Voilà. Ok, donc en fait, t'as un peu entre les deux cultures en fait. Exactement, vraiment... c'est-à-dire que autant je ne suis pas dépaysé quand je vais au Gabon, je peux rapidement m'adapter comme tout le monde, c'est-à-dire que voilà, je vais manger la même nourriture que tout le monde, il n'y a absolument aucun chichi. Et autant quand je suis ici, voilà, bref, dans les deux hémisphères, on va dire, je me positionne assez bien. D'accord. Voilà. Et le 31 décembre dernier, tu as lancé un site de rencontre afro. Exactement. Afro Love Afro, qui Exactement. est dédié aux personnes afro du coup. Tout à fait. Et je voulais te demander pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure et tout le processus en fait de création. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Très bien. Alors, comment je me suis lancé dans cette aventure? Ça part d'une observation très simple. J'étais en train de discuter avec un ami à moi qui est très adepte des applications de rencontres. C'est un sport pour lui. Il a tout, Tinder, Appen, etc. Même certaines que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, il a évoqué quelque chose par rapport à son expérience personnelle. En règle générale, lui, il était plutôt intéressé par des femmes typées afro, des personnes afro-descendantes, mais il avait du mal à tomber sur ce type de profil. Ou alors, il fallait qu'il swipe pendant 140 ans, quitte à avoir très mal au pouce. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Et donc, de fil en aiguille, j'ai un ami maghrébin qui était là, qui évoquait un autre site qui était spécialisé justement pour la rencontre maghrébine, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, ah oui, c'est dommage, il n'y a pas des sites de ce type-là. Du moins, par rapport au positionnement vraiment de rencontre des personnes, des personnes afro, il n'y avait pas de bons sites ou de bonnes applications, du moins en France, qui étaient en mesure de pouvoir apporter satisfaction par rapport à ça. Donc depuis peu, il y en a quelques-unes qui sont arrivées. D'ailleurs, je les fais un petit salut au passage parce que je sais que c'est très très difficile le process pour pouvoir concevoir une application mobile, pour pouvoir concevoir un environnement digital. C'est très difficile, ça nécessite vraiment de réelles compétences. On ne se lance pas comme ça à l'impro, c'est du temps. Et donc du coup, suite à cette observation-là, j'ai regardé un peu autour de moi et le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des sites qui proposaient de rencontrer une femme afro proposaient la rencontre exotique. Donc en fait, c'était plutôt pour des personnes, on va dire,
caucasienne d'un certain âge qui voulait rencontrer un peu d'exotisme pour s'évader un petit peu du froid, du froid de France ou d'ailleurs. Et donc c'était un petit peu dommage parce que l'approche me gênait un peu parce que bon, la manière dont les choses étaient tournées, c'est un peu comme si c'était un produit qu'on mettait comme ça et qu'on devait venir acheter par rapport à son abonnement, ce qui est quand même une image assez péjorative. Donc de fil en aiguille, le businessman que je suis, je me suis dit bon, pourquoi pas justement concevoir un environnement digital avec qui soit vraiment très centré, que ce soit en termes de wording, en termes de visuel, en termes de couleurs, etc., qui soit vraiment très centré par rapport à la communauté et qui valorise non seulement la femme noire, la femme métisse, la femme afro-descendante et l'homme afro-descendant aussi, sans pour autant se fermer à d'autres communautés. L'idée, c'est pas de se fermer, mais l'idée, c'est de comprendre que cet environnement-là qui a été conçu et a été fait au départ pour une communauté afro, tout en restant quand même ouvert, par exemple, par rapport à une personne, je sais pas, maghrébine ou blanche qui serait intéressée par une personne afro. Ça serait plus intéressant d'aller sur ce type d'écosystème-là plutôt que d'aller sur des écosystèmes qui sont plus ouverts ou plus généralistes. D'accord. Et cette notion de Black Love, c'est une notion dont on entend souvent parler ces temps-ci, d'amour noir. Et je voulais justement avoir ton point de vue. Pour toi, qu'est-ce que c'est que l'amour noir? Qu'est-ce que c'est que le Black Love? Alors, pour moi, l'amour noir, c'est d'abord s'aimer soi-même. Parce qu'avec les différentes histoires que les Afros ont pu avoir, on a tendance à avoir un peu un rejet de soi. Et le rejet de soi se traduit sous différents aspects. Il se traduit souvent par l'idéalisation de l'autre. Donc on a souvent tendance à idéaliser les femmes de d'autres communautés. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on l'a souvent vu dans des discours. Moi, ça m'est arrivé pendant des soirées avec des amis. Je buvais un verre et ça m'est pas arrivé très très souvent, mais à 2-3 reprises, ça m'est arrivé d'entendre des discours très péjoratifs d'un homme noir sur des femmes noires, ce qui est vraiment très dommageable. Parce que on peut sortir avec des personnes de d'autres communautés sans avoir besoin de se dévaloriser soi-même. Parce que ces personnes ont pensé qu'elles dévalorisaient des femmes de la communauté, mais en fait c'est plutôt eux-mêmes qui dévalorisent, et ça c'est très dommage. Et donc du coup le Black Love, c'est l'idée de s'aimer soi-même, c'est l'idée d'avoir une communauté plus forte, c'est l'idée de pouvoir transmettre sa culture, ses valeurs à ses enfants. Voilà, c'est l'idée, pour moi le Black Love, c'est l'idée de s'aimer soi-même, c'est l'idée d'aimer une personne de sa communauté et donc du coup de valoriser notre culture. D'accord. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais citer un article qui est paru en fait dans Nothing But The Wax, qui a été rédigé par Douce Dibondo, et elle disait dans son article, je la cite, « Certaines personnes pratiquent le Black Love de manière inconsciente quand d'autres le font après un long cheminement. » Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Est-ce que tu as toujours été sensibilisé au fait de fréquenter exclusivement que des femmes typées afrodescendantes, typées noires, ou est-ce que tu es passé par un long cheminement autre? Alors, c'était pas un long cheminement, ça s'est fait de façon très naturelle. Moi, j'ai toujours côtoyé des personnes de plein de communautés différentes, donc du coup, j'avais pas vraiment on va dire un attrait particulier pour une communauté, pour ma communauté. Les choses se sont faites, je crois, quand j'avais 20 ans, grâce à un ami, si je peux dire ça comme ça, à un ami congolais qui était vraiment, lui, à fond. Enfin bref, lui, c'était très, très naturel chez lui, et moi, un peu moins. Ce qui est quand même très curieux, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à voir des fois un peu les femmes afro comme mes cousines ou comme toutes les femmes afro que je croisais. Bref, c'était un peu curieux. Et donc, en fait, il y avait quand même une espèce de déconstruction à avoir, même en tant qu'homme. Hein, c'était assez particulier l'approche que j'avais. Et en fait, voilà, cet ami-là m'a juste fait quelques remarques qui m'ont permis de pouvoir me poser quelques questions personnelles. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'avais un peu plus jeune, tendance à plus idéaliser des femmes blanches, des femmes métisses, etc., de par certaines phrases que j'entendais de la part des proches qui ont tendance à vous mettre, quand vous êtes beaucoup plus jeune, vous mettre des idées dans la tête. Ça vient un peu de là, ça vient un peu de la famille, ça vient un peu de son environnement. Et donc, cette idée-là de se dévaloriser un petit peu soi et puis d'aimer tout ce qui est clair, tout ce qui est blanc, etc. Et voilà. Donc, du coup, ça s'est fait comme ça, petit à petit, quand j'ai eu 20 ans, et après je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient beaucoup plus naturels, notamment en termes de culture, en termes de valeurs, en termes d'histoire. Il y a tout un apanage de choses qu'on partageait qui faisait que moi je me sens, on va dire, plus à l'aise dans une rencontre, dans une relation avec une personne afro-descendante que dans une relation avec une autre personne qui ne serait pas de la communauté, parce que
par rapport à pas mal de choses. Quand on se retrouve face à certains cas de figure, on va regarder un film sur l'esclavage par exemple, bon, il faudrait que l'autre en face soit en mesure de pouvoir quand même comprendre le combat, comprendre tous ces éléments-là, parce que ben, voilà, des fois le discours peut être un peu compliqué. Et voilà. Moi en tout cas, personnellement, je me sens plus à l'aise dans une relation avec une personne afro. D'accord. Et justement, je trouve que c'est super ce que tu fais d'évoquer le sujet parce que j'aimerais te poser une question qui est peut-être personnelle, mais pour moi qui est importante. Qu'est-ce que t'apporte une femme noire, une femme afro que ne t'apporterait pas une femme blanche? Alors, premier élément. Pardonnez-moi, ça va piquer un peu et c'est pas une généralité. Mais quand même, chez les femmes afro, d'un point de vue gastronomie, parce que moi j'adore manger, quand on veut manger de la nourriture afro, c'est quand même plus sympa quand c'est, disons, quand une femme afro cuisine des petits plats et tout, etc. Parce qu'après, derrière, il y a des éléments culturels qui font que, bon, c'est naturel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait de se sentir compris en tant qu'homme afro par rapport à tout ce qu'on traverse, par rapport aux médias qui ont tendance à nous dévaloriser, à montrer quand même une image assez péjorative de l'homme noir, comme un fuckboy, une personne instable, une personne qui travaille pas, une personne qui est pas en mesure de pouvoir assumer un foyer, assumer une femme avec des enfants, qui va faire des enfants et demain qui va disparaître, ce qui est faux pour la plupart d'entre nous. Et ça, c'est un petit peu dommage de toujours avoir cette image-là. Et donc voilà, du coup, le fait de se sentir valorisé, le fait de se sentir écouté, le fait de sentir qu'on a une personne qui peut comprendre nos émotions plus facilement, qui peut comprendre le fait que voilà, on traverse, on va avoir un contrôle au faciès, etc., parce qu'on est noir et parce qu'on est, ou on est une personne plus foncée, plus typée. Et ça ne va pas forcément être le cas d'une personne qui n'est pas issue de la communauté, sauf si cette personne a grandi dans un environnement où a beaucoup d'amis afro, donc elle va être en mesure de pouvoir comprendre ces différents éléments-là. Donc ça, c'est un point important. Et le dernier point que j'évoquerai, c'est, on va dire, c'est l'aspect culturel, l'aspect linguistique. Moi, je parle que français, et ça, aujourd'hui, à mon âge, je vais avoir 32 ans, je trouve ça très, très dommage de ne pas parler un dialecte de chez moi, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Donc le fait d'épouser ou de me mettre en couple avec une personne issue de la diaspora ou issue de la communauté afro, d'avoir la possibilité de transférer voilà, c'est cette culture afro, que l'enfant soit en mesure de pouvoir parler un dialecte, s'il ne parle pas le mien, mais au moins qu'il parle celui de sa mère. Je trouve que c'est extrêmement important dans sa construction, dans sa valorisation, dans l'image qu'il va avoir de lui-même, et qu'il soit pas comme moi j'étais un peu, on va dire à mon adolescence, un peu perdu entre guillemets sur différentes choses. Même si j'ai toujours été très très fier d'être Renoir depuis. Voilà, il n'y a jamais eu un problème à ce niveau-là, mais néanmoins on peut se perdre un petit peu et on peut raisonner un petit peu de façon très péjorative sur sa communauté en tirant des généralités. Qui derrière vont être repris par d'autres communautés, parce que si nous-mêmes les gens le disent, c'est normal que les autres aussi le disent, et sans le savoir, on peut propager comme ça le racisme, et voilà, parce que nous-mêmes en tant que Noirs, on a des fois une image assez péjorative de nous-mêmes. Donc du coup, sortir avec une femme afrodescendante, ça permet voilà, de pouvoir souvent, en tout cas c'est le cas, avoir une meilleure estime de soi et voilà, valoriser sa culture. Et puis pourquoi pas, plus tard, si descendance y a, ça permet de pouvoir transmettre des valeurs et permettre d'avoir un petit bonhomme ou une petite fille bien solide qui sera en capacité de pouvoir affronter le monde. Ouais, tout à fait. Et justement, en parlant des rapports hommes et femmes afro, moi je fais un constat, c'est que j'ai l'impression qu'au sein de notre communauté, il règne une sorte de xénophobie amoureuse. C'est-à-dire que souvent, au sein de la cellule familiale, nos parents, parce que c'est avec eux qu'on grandit, c'est eux qui nous transmettent les premières bases. Si on leur dit, par exemple, qu'on fréquente, je sais pas moi, un italien ou un espagnol, souvent ça pose pas de problème. Mais par exemple, si tu es, je sais pas moi, toi tu viens du Gabon, tu dis que tu veux te mettre avec une femme qui vient du Mali ou du Sénégal, tout de suite, ah non, tu sais, les Maliens sont comme ceci, les Sénégalais sont comme cela, qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est très vrai, hein, c'est criant de vérité. Et j'ai une amie d'ailleurs antillaise avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps. C'est même le cas chez les Antillais, et pourtant elle est guadeloupéenne et je crois que son copain est martiniquais. Et il y a même eu ce genre de problème-là, ce qui est quand même qui est totalement aberrant. Pour revenir un petit peu sur l'Afrique subsaharienne, c'est un problème, c'est un gros problème dans nos communautés. Parce que des personnes, on va dire des parents qui sont sur des archétypes, comment dirais-je, qui ont un paradigme un peu ancien, ont tendance à toujours penser que
pour la réussite sociale, professionnelle de leur progéniture, c'est mieux qu'elles se mettent avec une personne non noire, une personne blanche. Parce que même elles dépeignent toujours des personnes noires comme des personnes instables ou des personnes qui n'ont pas un boulot, qui ne sont pas en capacité de pouvoir assumer une famille, ce qui est totalement faux. Parce que on peut très bien se mettre avec une personne blanche qui pourtant n'est pas une personne sérieuse, qui est aussi un fuckboy et qui ne porte pas des valeurs de famille, etc. Donc du coup, on parle beaucoup de racisme aujourd'hui, mais il y a déjà un problème qui vient de nous, Africains, en interne par rapport à ça. Le fait qu'on a du mal à se valoriser nous-mêmes, le fait que les parents transmettent des fois des mauvaises valeurs, en fait, en disant ça à son enfant, l'enfant ne peut que, comment dirais-je, il y a une espèce de construction mentale, il y a une espèce de schéma qu'on a autour de soi qui fait qu'on est toujours en train de valoriser d'autres et on ne se valorise pas soi-même. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations de couple mixtes, par exemple, qui ne le font pas forcément directement par choix, mais qui le font parce que ça fait bien au niveau de la famille. Parce que quand on va à un dîner de famille, quand on est avec une personne d'une autre communauté, je sais pas, on a tendance à être comme un super-héros. Ce qui est un petit peu dommage parce que les gens, ils cherchent pas à savoir si vous êtes réellement heureux, parce que c'est ce qui est important, peu importe la couleur de la personne, mais ce qui est important, c'est ça. C'est une personne qui partage un petit peu votre point de vue, avec laquelle vous avez la même direction, avec laquelle vous vous engagez sur un même chemin. Et ça, les parents, souvent afro, ne cherchent pas à le comprendre, ne cherchent pas à le voir. Tout ce qui les intéresse, c'est en gros un petit peu l'image que vous renvoyez. Peu importe que dans votre foyer, ça soit chaotique, mais à partir du moment où vous êtes avec un Italien ou avec un Espagnol, etc., ça fait plus huppé ou plus sympa apparemment, ce qui est très dommage. Je vois aussi un petit peu, à contrario, des personnes qui, des parents même qui sont assez, qui sont pas très jeunes, qui commencent à comprendre un petit peu parce que ils voient tout ce qui se passe, ils voient les problèmes qu'il y a qui sont liés au racisme. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le film Black Panther qui est sorti et qui a eu quand même un impact très très important au niveau de la communauté, sur du Black Love notamment. Donc tous ces éléments-là font que on va dire que la mentalité commence à changer un petit peu, et puis derrière il y a beaucoup d'enfants qui se rebellent aussi, il y a des jeunes qui se rebellent un petit peu par rapport à leurs parents, quitte à se fâcher un peu avec eux en leur expliquant que non, vous n'allez pas m'imposer que je sorte avec une personne qui soit de mon village, de ma communauté, etc. Parce que vous, ça vous fait plaisir. Au final, c'est ma vie à moi, c'est à moi de faire mes propres choix, et c'est à moi de mettre avec la personne qui partage mes valeurs et qui sera en mesure de pouvoir m'accompagner, m'élever et faire en sorte que je puisse atteindre mes objectifs de vie. Tout à fait. Et en tant qu'homme noir, qu'est-ce que tu aimes chez la femme noire et qu'est-ce que tu lui reproches ? C'est très intéressant comme question. Cette question, on la retrouve un petit peu chez les hommes noirs aussi. Mais pour se recentrer un peu plus chez la femme noire, qu'est-ce que j'aime chez elle ? Par rapport à l'observation que j'ai pu avoir, bien évidemment, c'est pas une généralité, mais je le retrouve quand même chez pas mal d'amis qui sont dans des couples afro. Il y a quand même une façon de prendre soin de son homme qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que quand on est en couple avec une femme afro-descendante, on parle beaucoup aujourd'hui de féminisme, etc., d'un espèce de combat qui est entre les hommes et les femmes, même si pour moi, on doit partager ce combat-là parce que les hommes doivent être éduqués sur pas mal de choses pour éviter des couples monoparentaux ou une femme qui va se retrouver avec un enfant toute seule, etc., à l'éduquer. Donc du coup, moi je vois beaucoup de femmes noires qui sont très attentionnées, qui prennent soin de leur homme et qui mènent un combat, on va dire un petit peu, qui mènent le même combat je ne sais pas si on peut dire un combat par rapport à la société, mais c'est un petit peu le cas parce qu'il y a des médias de masse, il y a tout qui ça vous accompagnent en fait dans... Tout à fait, qui nous accompagnent dans notre évolution, qui nous accompagnent pour l'atteinte de nos objectifs. Et c'est vrai que ça, je le vois beaucoup quand même chez les femmes noires. Et en règle générale, une femme noire, on va dire, afro-descendante, quand elle est dans un couple afro, il y a quand même un partage de valeurs important qui se fait. Et c'est pas forcément le cas avec une femme, on va dire, caucasienne, qui on va dire, quand elle se met dans une relation avec une personne, c'est parce que la personne a un certain standing de vie. On le voit beaucoup avec notamment des footballeurs ou autres, et tout, etc. Même si c'est pas une généralité que je fais encore une fois. Mais voilà. Donc en gros, le partage culturel, le fait d'être accompagné dans l'atteinte de ses objectifs, le fait d'avoir une personne qui croit en vous, qui est très attentive au combat que vous avez à mener au quotidien, voilà, on va dire que ça, c'est les éléments principaux qui font que je valorise la femme afro-descendante et que dans une relation sur du long terme,
je me sens plus à l'aise avec une femme afro-descendante, même si c'est quand même possible de pouvoir trouver tous ces éléments-là avec une femme d'une autre communauté. Et par rapport à mon observation personnelle, voilà, c'est plutôt comme ça que je conçois les choses. Après, par rapport aux aspects négatifs, les aspects négatifs sont les mêmes que chez les hommes afro. C'est le côté un petit peu qui est transmis, c'est pas directement de leur faute, hein, mais c'est beaucoup transmis par l'entourage, par la famille. Le fait de se dévaloriser un petit peu, du fait que voilà, quand on est dans une relation un peu mixte, on a tendance à dévaloriser l'homme noir en pensant que voilà, il a tous les maux, il est à l'origine de tous les maux de la femme noire, et ce qui est un peu dommage parce qu'on peut être dans un couple mixte, aimer une personne d'une autre communauté sans pour autant avoir à dévaloriser l'homme noir. Et ça, malheureusement, c'est une observation que j'ai fait très souvent en tombant sur des vidéos YouTube qu'on m'a partagées. Et ça, moi, personnellement, ça me met un petit peu en colère parce que je ne me reconnais pas dans ce portrait-là qui est dépeint des hommes noirs. Et beaucoup d'hommes noirs, d'amis que je côtoie au quotidien, n'ont strictement rien à voir avec ce schéma-là. Et donc, voilà. Donc, si je devais évoquer des points positifs et des points négatifs, c'est sur ces deux aspects-là. D'accord. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que c'est important justement qu'entre nous, que les femmes et les hommes noirs justement se disent les choses. Et tu as évoqué ce que tu reprochais aux femmes noires. Les femmes noires aussi, malheureusement, vous reprochez aussi des choses. Fait, même si, je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est que les hommes et les femmes noires s'aiment. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, malheureusement, même dans les médias, l'image qui est distillée, c'est souvent the black man against the black woman, alors que dans la réalité, on s'aime. Tout à fait. C'est juste que malheureusement, on ne se le dit pas assez. C'est vrai. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes noires qui font ce constat-là. Enfin, beaucoup de femmes. Je vais d'abord commencer par femmes parce que c'est un constat mondial. Beaucoup de femmes trouvent que les hommes sont de plus en plus... que les hommes ne sont plus des hommes en fait, que ce sont des garçons qui sont beaucoup moins responsables, beaucoup moins engagés, et c'est un constat qui se fait à l'échelle mondiale dans tous les peuples, hein, dans toutes les communautés, et c'est un constat également que je fais également au sein de la communauté afro. On voit malheureusement de plus en plus de femmes noires élever leurs enfants seuls, et des hommes noirs malheureusement qui prennent pas leurs responsabilités, pas tous, mais beaucoup en tout cas. Et je voulais justement avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est un mythe? Et si c'est pas un mythe, quelles sont les raisons qui font que les hommes ne sont plus des hommes mais veulent rester des éternels enfants? Alors non, c'est pas un mythe, malheureusement c'est une réalité, hein. On retrouve ce cas de figure-là qui devient de plus en plus criant avec des hommes qui vont faire des enfants comme ça ou qui vont séduire une femme et lui faire croire des choses, et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient... Je sens un sourire là, je me dis... Ça me donne d'éclater de rire. Une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais voilà, malheureusement, ça peut créer... Et ça crée beaucoup de problèmes, ça crée une grosse frustration. Et voilà, c'est vrai qu'il y a une grosse peur de l'engagement, mais c'est aussi un peu la faute des femmes aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est la faute des femmes? Parce que le féminisme, de la manière dont il est dépeint aujourd'hui par rapport à ce que nous, en tant qu'hommes, on nous renvoie, c'est un petit peu un espèce de féminisme qui émascule les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend parler du féminisme, au lieu que ça soit un combat qu'on mène tous ensemble, de façon à ce que la femme soit l'égale de l'homme, etc., qui est même supérieure à l'homme sur plusieurs aspects, je ne sais pas pourquoi vous cherchez forcément à être légal, mais en fait non, pour moi il y a une complémentarité. Il y a plein d'aspects sur lesquels la femme est beaucoup plus forte que l'homme, et il y a d'autres aspects sur lesquels l'homme est plus fort que la femme. C'est juste une question de complémentarité, mais ça c'est mon avis. Et donc du coup, ce féministe-là qui a tendance à diaboliser un petit peu l'homme noir en général sur différents aspects, en le dépeignant comme quelqu'un de pas sérieux, en le dépeignant comme un fuckboy, comme ci, comme ça. Et donc ce discours-là est un peu intériorisé par plusieurs d'entre nous, des personnes surtout plus jeunes, qui du coup se disent, de toute façon, si je me mets en couple, faut que j'arrête de faire ci, faut que j'arrête de faire ça, etc., et que j'arrête de vivre, entre guillemets. Et donc il y a des gens des hommes qui se construisent sur de mauvaises bases et donc ou n'ont pas forcément eu des bonnes valeurs, n'ont pas grandi dans un environnement qui leur permettait d'avoir des valeurs d'homme, parce que un homme avant tout, c'est pas juste aller dans une salle de sport pour avoir des gros bras et faire des abdos et après se prendre en photo sur Instagram ou faire des snaps, ça va un peu au-delà de ça. Un homme, c'est quelqu'un qui construit un environnement, et avant de se mettre en couple ou avant de mettre une femme enceinte, on doit être sûr qu'on est en capacité de pouvoir derrière élever son enfant, et derrière aussi prendre soin de la maman. Prendre soin de la maman, c'est sur différents aspects. C'est psychologique, c'est physique et c'est aussi financier. Ça, il faut se le dire, c'est très important, c'est aussi financier. Donc si on n'est pas en capacité de pouvoir se gérer soi-même, et on ne peut pas se permettre d'aller faire un bébé. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui
qui peut pas se gérer déjà personnellement, mais qui vont quand même faire des enfants à des femmes, sauf que la réalité rapidement les rattrape. Donc c'est bien beau Instagram, etc. Mais à un moment donné, il y a une réalité qui est là aussi, qui fait qu'il y a un petit qui est là, qui vous ressemble, et il faut donc capacité de pouvoir le gérer. Et ça, il y a beaucoup d'hommes qui prennent peur, tout simplement, parce que derrière, ils n'ont pas les épaules pour pouvoir le faire. Et donc, c'est très compliqué. Et donc, il y a des femmes qui se retrouvent dans des familles monoparentales à gérer l'enfant, qui se trimballent un peu entre elle et le papa, ou des fois avoir complètement des scissions avec le papa qui a totalement disparu, qui n'existe plus. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui donne une image assez négative. Et c'est pas que, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est pas que chez les afros, on le retrouve partout. Et ça, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte, c'est que souvent la manière dont un homme se comporte dépend, sans pour autant dire que les hommes ne sont pas fautifs, mais ça dépend aussi un peu de la manière dont la femme se comporte derrière. Une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait où elle va, qui sait que avec tel type de personnes, on va pas être en mesure de pouvoir avancer, l'homme derrière a tendance à un peu plus faire attention à ce qu'il fait. Il sait que cette fille-là, je peux pas trop plaisanter avec elle parce qu'elle sait où elle va, etc. Donc du coup, c'est un petit peu, c'est à disséquer un petit peu pour pouvoir voir des choses un petit peu plus en profondeur. Et puis le fait d'être un peu déraciné depuis plusieurs générations, pour certains hommes de pas avoir leur père, parce que ce qui fait un homme, c'est son père, hein, ça il faut se le dire, et une femme ne peut pas réellement toute seule éduquer un homme, éduquer un petit garçon. Le petit garçon, pour se construire, il a besoin d'avoir son papa, d'avoir une figure masculine à côté qui lui permet de pouvoir se construire. Donc quand on n'a pas cette figure masculine-là, on va prendre des modèles un petit peu, des modèles qui ne sont pas forcément des bons modèles. On va prendre un modèle à la télé, on va prendre un modèle dans le quartier, personne qui est un petit peu caïd, etc., pour essayer de lui ressembler. Et donc, du coup, vous avez des hommes qui, de toutes les communautés qui vont se construire avec ces schémas-là. Et derrière, ça crée des personnes qui ne sont pas forcément très stables, qui n'ont pas des situations professionnelles qui leur permettent de pouvoir s'en sortir correctement. Et malgré tout ça, parce que c'est des hommes, ils ont besoin de séduire des femmes, donc derrière, qui vont essayer de se mettre dans des relations, sauf que comme on dit, l'amour ne remplit pas l'assiette, donc on arrive à une étape où ça devient un peu compliqué. Et donc, des fois, il y a des scissions, et ça, malheureusement, ça nous conduit à ce type de problème-là. Et du coup, mais qu'est-ce que tu dirais, du coup, enfin, moi j'ai une double question. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux femmes noires, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent pour ne plus vous faire peur? Parce que dans ton discours, j'ai vraiment le sentiment que les femmes noires font peur aux hommes noirs. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent justement pour pas qu'ils aient peur? Alors, les femmes noires font peur aux hommes noirs, oui et non, mais disons que c'est un petit peu, là encore une fois, les médias mainstream qui ont tendance à montrer une image quand même très de la femme négative, noire qui crie, qui s'énerve, etc. Donc du coup, qui n'est pas forcément... qui n'a strictement rien à voir avec la réalité, disons-le. Et donc du coup, les hommes noirs peuvent se dire que oula, je fais gaffe parce que là, je vais me retrouver enfermé dans un espèce de schéma avec une femme qui s'énerve, qui crie, alors que non, la majorité des femmes noires sont très très douces, sont très polies, sont très agréables. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec ce que dépeignent les médias. Moi, je dirais que c'est pour que ces femmes noires-là soient en mesure de pouvoir trouver des hommes qui correspondent à leurs valeurs, il faut d'abord qu'elles-mêmes soient en mesure de pouvoir se construire. C'est-à-dire que faut pas réellement chercher l'épanouissement chez l'autre. Il faut être en mesure de pouvoir s'épanouir soi-même d'abord, être en mesure de pouvoir se construire professionnellement, se construire psychologiquement, avoir son propre environnement, être en mesure de se prendre en charge toute seule, voyager toute seule, faire payer son loyer toute seule, faire tout toute seule. Et une fois qu'on est en mesure de pouvoir être heureuse toute seule, c'est plus facile d'être heureuse avec une autre personne, peu importe que ce soit un homme noir ou un homme d'ailleurs. Donc je pense que ça c'est très important que les femmes noires soient d'abord indépendantes. D'ailleurs, c'est un petit peu ça, le féminisme prône un petit peu l'indépendance de la femme. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Et le fait d'être indépendante, ça évite aussi de se retrouver dans des cas de figure où ces femmes-là côtoient des personnes qui sont juste là, entre guillemets, pour passer du temps très à court terme avec elles et sans pour autant s'engager. Donc voilà, si je pourrais évoquer un point important, c'est le fait de se construire soi-même avant d'essayer de pouvoir se mettre dans une relation de couple et de profiter du coup des joies de la relation de couple. Wow, c'est vraiment inspirant, mais du coup, en plus de ce que tu dirais aux femmes noires, qu'est-ce que tu dirais par exemple aux petits garçons qui pourraient avoir l'âge de tes petits frères? Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel conseil tu pourrais leur donner?
Quel conseil je pourrais leur donner? Déjà leur expliquer, moi c'est ce qu'on m'a transmis quand j'étais un peu plus jeune. Un garçon ça doit être fort, un garçon ça se doit d'être fort, et la force d'un homme aujourd'hui c'est pas forcément des pectoraux, des bras, etc., contrairement à l'image qu'on veut nous montrer. La force d'un homme elle est avant tout mentale, donc en tant qu'homme on est censé avoir certaines valeurs. En tant qu'homme, quand on s'engage auprès d'une femme et qu'on met une femme enceinte, clairement, c'est qu'on est censé rester avec cette femme-là. C'est-à-dire que voilà, on ne s'amuse pas à faire des choses comme ça n'importe comment. En tant qu'homme, c'est important d'avoir une parole. Quand on a donné sa parole, on n'est pas censé y déroger. Quand on donne sa parole, on donne sa parole. Donc il y a certains éléments qui sont propres au masculin, qui font que voilà, quand on a donné sa parole, quand on s'est engagé sur tel et tel élément, envers soi-même, envers sa famille, envers ses proches, il faut qu'on fasse coûte que coûte ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ça, c'est le premier aspect, c'est très important parce que ça veut dire aussi que quand on s'engage pour trouver un nouveau travail, quand on s'engage pour avoir un niveau diplôme, pour avoir un diplôme ou pour améliorer sa vie, on n'est pas juste dans l'attente, en espérant que les choses se passent ou en allant à l'église en pensant que voilà, le Christ ou Bouddha ou Allah va arriver pour faire les choses à notre place. Il faut vraiment comprendre que quand on est un homme, on est responsable de 100% de sa vie. Même si, bien évidemment, étant croyant, il y a un créateur qui vous donne le souffle de vie pour que vous puissiez vous lever tous les matins, etc. Mais on est responsable de sa vie. Ça, c'est vraiment un aspect très, très important. Le fait d'être responsable à 100% de sa vie, c'est-à-dire qu'on est responsable de ses succès, mais on est aussi responsable de ses échecs. Donc, accuser l'extérieur, accuser le racisme, accuser ci, ça et tout, etc., c'est pas ça qui nous permet d'avancer. On doit être capable de se regarder dans un miroir, de dire, OK, ça, là, j'ai fauté là-dessus, là, j'ai pas fait ci, si j'ai eu tel et tel problème, même si effectivement on pourrait dire que c'est la faute à un tel qui s'est mal comporté. Si la personne s'est mal comportée, c'est peut-être que moi je lui ai donné la possibilité de le faire aussi. Donc la responsabilité être responsable de soi, être responsable de sa vie, pour éviter justement d'être dans l'attente, que ce soit le destin ou le vent qui par le plus grand des hasards nous permet d'atteindre un but, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point important. La responsabilité de sa vie, la responsabilité de soi, et puis respecter ses engagements. Quand on donne sa parole, on doit être sûr de pouvoir y répondre et de ne pas déroger à ça. En tout cas, c'est très très fort ce que tu dis et je te remercie de le dire comme ça avec force parce que je pense que c'est ce dont les jeunes garçons, en tout cas toute la génération qui vient après toi, ont besoin d'entendre. Parce qu'on est dans une société où malheureusement, je trouve qu'on ne montre pas assez aux jeunes que ce qu'ils font, tous les actes qu'ils posent au présent ont des conséquences sur le futur. Tout à fait. Et je trouve que c'est vraiment important que tu le mettes en lumière parce qu'on vit dans une société où rien n'est grave. Alors que la vie nous apprend tous les jours que tout est important. Tu vois, donc je trouve que c'est vraiment important que tu l'aies dit et je te remercie pour cela. Alors Martial, on arrive à la fin du podcast. D'accord. Et je voulais te demander, pour clôturer du coup, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, le premier élément, c'est que j'adore ce que tu fais. Merci. Donc, j'ai vu au tout début, quand tu as commencé, et je trouve que c'est vraiment génial de donner la parole à ces femmes afro, aux hommes afro, du coup. Donc, du coup, tout ça participe à la déconstruction un petit peu négative qu'on peut avoir envers soi-même. Je trouve que c'est extrêmement important, surtout aujourd'hui, d'avoir des personnes comme toi qui se battent, qui militent et qui permettent de pouvoir nous donner une dose de positivisme. Et puis voilà, ça donne de l'espoir, ça permet aux femmes justement qui écoutent ce podcast de comprendre que oui, tous les hommes noirs ne sont pas pareils, que toutes les femmes noires, pour les hommes, que toutes les femmes noires on doit vraiment sortir de ces schémas-là. Et c'est très important du coup que des personnes comme toi prennent les devants et du coup voilà, nous aident, nous autres hommes et femmes, à pouvoir nous construire, à pouvoir apprendre à nous aimer avant d'aimer les autres. Parce que voilà, ce qu'on constate aussi au niveau de la communauté afro, c'est qu'on a tendance à adorer les autres, on adore les autres. Mais par contre, on se déteste. On a tendance à se détester. Et ça, c'est vraiment très très dommage. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de nous respecter si déjà on se déteste soi-même, si on se permet de manquer de respect à une femme noire quand on a une soirée, si une femme noire se permet de manquer de respect à un homme noir quand on a une soirée, ou ailleurs d'ailleurs, avec des collègues par exemple. On ne peut pas demander aux autres de nous respecter. Si on veut que les autres nous respectent, on doit d'abord se respecter soi-même. Ça, c'est l'aspect vraiment important. Et justement, l'Afropolitaine participe à ce combat-là, qui permet aux gens de pouvoir comprendre pas mal de choses sur eux-mêmes, sur leur histoire. Et ça, je trouve ça génial. En tout cas, merci beaucoup. Et les derniers mots de la fin, du coup ?
Dernier mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que voilà, le Black Love, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Euh, Comment dirais-je? Le fait d'être dans une relation mixte, c'est très bien aussi, hein, j'ai absolument aucun problème avec ça. Mais ce qui est important, c'est une personne qui est en mesure de pouvoir partager nos valeurs, qui est en mesure de pouvoir nous aider à nous élever, une personne avec laquelle on va dans la même direction, une personne avec laquelle on a, enfin, je dirais pas forcément le partage de culture, parce que si on prend l'Afrique du Nord, on prend l'Afrique du Sud, ou on prend juste... On est différents. C'est totalement différent. Donc, du coup, voilà, il y a des valeurs communes qui peuvent se construire, même avec une personne d'une autre communauté. Mais avant tout, voilà, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ça, c'est l'aspect le plus important que je pourrais dire. En tout cas, merci beaucoup, Martial, Merci à toi. de nous avoir éclairé à ce sujet et d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était vraiment un plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur l'Afropolitaine. Ça va, ça a été? Ouais, nickel. J'étais en total